Bonsoir à tous. Alors, bon là il n'y a pas grand monde hein. Sur le live, je crois que je suis tout seul. Donc je dis surtout bonsoir à tous pour YouTube. Parce que ce live sera en replay sur YouTube. Et c'est un live un petit peu particulier, un petit peu didactique. Vous vous en doutez, ça fait quelques temps que j'ai envie de stream. Et surtout, il y a une échéance qui arrive là dans les semaines à venir, dans les jours à venir. On est le 28 novembre au moment où j'enregistre la vidéo. Et au moment où je fais le live. On est le 28 novembre. Il va y avoir d'ici 2 petites semaines quelque chose d'assez incroyable. Alors vous pouvez penser que c'est pas incroyable. Moi je trouve ça incroyable. Les championnats du monde de fléchettes. À quoi ça va servir de faire ce live? Ça va servir tout d'abord de savoir les fléchettes, qu'est-ce que c'est? Les fléchettes, il faut savoir que c'est un sport. Parce que beaucoup vont dire que non, mais oui, c'est un sport. Alors, en France, ce n'est pas considéré comme un sport, il faut le savoir. Mais nos amis anglais, nos amis britanniques, nos amis australiens, nos amis canadiens, nos amis du Benelux, des Pays-Bas, de Belgique, alors du Luxembourg un peu moins, mais et surtout les Allemands aussi, hein, qui ont une grosse communauté fléchette. Alors il y a des joueurs un petit peu partout en Europe et dans le monde. Et les fléchettes, c'est un sport qui est, je pense, qui était en plein essor il y a quelques temps en France, notamment avec l'arrivée sur la chaîne L'Équipe de certaines compétitions. Malheureusement, certaines compétitions qui n'étaient pas en direct, certaines compétitions qui étaient rediffusées quelques mois après. Je pense que vous en avez à peu près tous entendu parler. Le but de ce stream, ça va être justement d'essayer de comprendre, d'analyser, surtout d'apprendre des choses sur ce sport qui est au final très méconnu chez nous, qui est très peu médiatisé, et pourtant, c'est une énorme dose. Alors c'est un sport pour moi, au sens où on peut parler d'un sport. Il y a de la compétition, il y a de tout. Il y a du divertissement, il y a des confrontations, il y a des énormes joueurs. Ça c'est surtout, je pense, le point le plus sous-coté quand on parle des fléchettes. C'est souvent, on se dit que c'est facile. On voit les mecs lancer, on se dit que c'est facile. Mais au moment où on va au pub ou quand on va au bar pour lancer des fléchettes, on se rend compte que c'est pas facile. Je suis tombé un peu dans la marmite il y a 6-7 ans. Un peu de manière totalement aléatoire. Et de toute façon, pour tomber sur ce sport en France, et surtout à cette époque-là, il fallait que ce soit aléatoire. Il fallait absolument que ce soit aléatoire. Ça ne pouvait pas être voulu. Ça ne pouvait pas être... on se réveille pas un matin à Louan-Cuiseaux, à Angers ou en Corse. On se réveille pas un matin en se disant j'ai envie de faire des fléchettes. J'ai envie de rader les fléchettes, j'ai envie d'en faire. Non, c'est pas possible. À cette époque-là, c'était pas possible. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de centres de loisirs et de bars qui proposent des fléchettes. Mais globalement, c'est un sport de niche. C'est toujours un sport de niche et je pense que ça le restera pour de nombreuses années chez nous. Et j'espère que ça va changer. Peut-être avec moi, peut-être avec d'autres personnes. J'ai pas la prétention de populariser le sport ni de le rendre accessible au plus grand monde. En tout cas, j'essaie de le rendre accessible au plus grand monde. La vidéo sera sur YouTube, donc n'importe qui pourra tomber dessus. Ça sera peut-être mal référencé, il faudra bien la chercher. Et pourquoi je parle de ces championnats du monde de fléchettes? Parce qu'à partir du 15 décembre, donc le dimanche 15 décembre, il va y avoir le début des championnats du monde de fléchettes. Avec chaque journée des matchs, avec des formats particuliers, avec des joueurs particuliers. On va essayer justement de parler de ce format qui est un petit peu spécial pour les championnats du monde, même si c'est un format qui est adapté dans différentes compétitions, pas que sur les championnats du monde. On va essayer justement de décrypter, d'essayer de comprendre comment fonctionne ce sport et pour les gens qui sont pas trop familiers avec ça, d'essayer de le rendre accessible un maximum. Et surtout, alors peut-être pas le vulgariser, on va essayer au début de le vulgariser, mais j'aime pas trop vulgariser les choses, surtout des choses qui me passionnent, j'aime pas trop vulgariser.
Donc on va essayer de parler assez clairement, sans trop rentrer dans les détails pour pas vous perdre. Mais les détails, on rentrera justement à partir du 15 décembre. Pourquoi j'en parle? Puisque je vais essayer de vous commenter ces championnats du monde de fléchettes. Évidemment, on n'aura pas les images, il n'y a pas le budget. Non, j'ai contacté mon banquier, j'ai essayé de faire un emprunt. Je dis, regardez, c'est pour des championnats du monde de fléchettes. Voilà, et c'est exactement sa réponse. Du coup, on n'a pas les images, mais on aura surtout ma grosse tête. Et on essaiera d'habiller un peu le stream de manière à ce que ça soit le plus divertissant possible, le plus compréhensible et surtout le plus complet en stats, etc. Pour que ce soit quand même assez... alors pour ceux qui aiment déjà ça, déjà respect, parce qu'on n'est pas beaucoup. Et pour ceux qui découvrent ça, d'essayer de le rendre à la fois facile à comprendre et en même temps vous amener vers ce truc un petit peu plus pointu. De dire pourquoi pas, si ça peut vous amener à aimer ça. Donc, on va essayer de commenter ces championnats du monde de fléchettes à partir du 15 décembre et jusqu'au 3 janvier. La date de fin, c'est le 3 janvier, c'est un mercredi. Non, pas du tout, c'est un vendredi. C'est un vendredi, parce que le mercredi... non. Ah si, le mercredi, oui, c'est le premier. Jeudi 2, vendredi 3. Incroyable. 1, 2, 3. Jusque-là, on est bon. Et croyez-moi que savoir compter, c'est très important aux fléchettes. Donc on va essayer de se concentrer. De mon côté, pas du vôtre. Vous avez juste à écouter, vous êtes passif. Ou alors, si vous êtes dans le chat, manifestez-vous. Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde. Pour ces championnats du monde de fléchettes, on va essayer de commencer par le B.A.B.A. Le B.A.B.A, où je veux vous emmener... On va commencer par le commencement. On va pas chercher à être hyper pointu dès le début. Et on va commencer... Alors on va faire une transition, je pense, pour vous emmener donc... Hop là. Pour vous emmener sur un navigateur dont je tairai le nom. Je suis pas sponsor. Donc si un navigateur veut me sponsor, il n'y a pas de souci. On est... dans une salle de fléchettes. Il faut savoir commencer par le commencement. Bon, au premier plan, nous avons quelqu'un que nous allons retrouver après. Nous avons, là je peux reconnaître 4 personnes. Donc les 4 personnes qui sont au premier plan, qui sont 4 joueurs professionnels qui vont être au championnat du monde puisqu'ils ont quand même un sacré niveau. Ici, nous avons donc des cibles alignées puisqu'il y a différents terrains, on va dire, pour être un peu... vulgarisateur, ça commence. On a donc différents terrains. Les joueurs, là on est dans une salle d'échauffement, si je dis pas de bêtises. Donc là, les joueurs s'échauffent. Le but aux fléchettes, alors déjà, ça se joue, vous le voyez, ça se joue dans une salle. Globalement, ça va se jouer toujours dans une salle, ça va jamais se jouer en plein air. Sauf si vous êtes masochiste et que vous aimez tirer contre le vent. Mais globalement, c'est pas du tir à l'arc. Ça va être des fléchettes. Donc... là, en l'occurrence, on est dans une salle et on va être quasiment tout le temps dans une salle. Tout en sachant que les championnats du monde, ça se joue dans le temple, le Graal. C'est un peu le comment dire, je vais pas dire le Camp Nou, mais c'est un peu le Maracana. Allez, c'est un peu le Maracana du... C'est un peu le Philippe Chatrier des fléchettes. C'est... alors, le Philippe Chatrier pour les Français, après les autres... voilà. Voilà, l'Alexandra Palace de Londres, on ira voir juste après. C'est le Graal, c'est une salle absolument immense et les spectateurs seront totalement fous. Revenons à nos moutons, ne divagons pas, ne faisons pas de digression. Nous sommes dans une salle de fléchettes et vous voyez donc ce monsieur qui lance, donc en l'occurrence Damon Heta. Dahit, c'est son surnom, puisque chaque joueur de fléchette a un surnom, mais on y reviendra juste après. Enfin, un petit peu plus tard. Ce monsieur lance des fléchettes dans une cible. Jusque-là, je pense que vous l'aviez. Jusque-là, c'est pas hyper compliqué, c'est pas pointu. Le but aux fléchettes, c'est de lancer des fléchettes dans une cible. En bois. En bois, parce qu'elle va être quasiment tout le temps en bois. Sauf si elle est en plastique, mais ça sera pas des fléchettes professionnelles. Dans un bar, vous pouvez trouver des fléchettes en plastique. Là, c'est une des cibles en plastique et des fléchettes en plastique. Là, en l'occurrence, nous avons une cible en bois et nous avons des fléchettes en tungstène.
tungstène, métal, bon, voilà. Et le but, donc, c'est de lancer des fléchettes dans une cible en faisant, on va le dire d'abord comme ça, et ensuite on détaillera, en faisant le plus grand score possible. Le plus grand score possible, je vous dirai juste après ce que c'est. Beaucoup vous pensez que c'est le centre de la cible, parce qu'on a souvent cette image des fléchettes avec le point rouge au milieu, et on se dit, il faut absolument toucher le point rouge. Pas du tout. Spoiler, pas du tout, on reviendra juste après sur ça. Donc, le but, c'est de lancer des fléchettes dans une cible, sachant que les joueurs se trouvent à 2,37 m du centre de la cible. Du centre de la cible. Je sais pas si on voit mon curseur. Je vous avoue que j'ai pas le retour. Je vous avoue que je n'ai pas le retour. Peut-être qu'on ne voit pas le curseur. Je vais essayer justement de vous capturer le curseur. Je sais pas si je peux. Et là on a fait de la merde, hein. Je crois qu'on a fait de la merde là. Ok, pardon. Pardon, on avait fait des petites bêtises. Moi je veux juste voir mon curseur. Je sais pas si c'est possible. J'aimerais bien. Capturer le curseur, ok. On voit mon curseur? Pourquoi je le vois pas? Ah, il est là! Incroyable. Donc, c'est un peu plus facile. Enfin, on voit qu'il y a du gros professionnalisme. On voit qu'il y a de l'habitude. On voit qu'il y a... Là, franchement, je suis à mon prime. Donc, on va penser habituellement... On va penser que le but aux fléchettes, c'est de lancer au milieu de la cible. Pas du tout. Voilà, on en était là. Et je vous disais qu'on était à 2,37 m. Donc, de ce point-là au milieu à ici, il y a 2,37 m. Attention, une cible est épaisse de plusieurs centimètres. Une cible est épaisse de plusieurs centimètres. Ce qui fait que en l'état, en réalité, on est à 2,42 m de la cible. On compte à peu près 5 cm d'épaisseur pour une cible. Donc il faut être à 2,37 m du point rouge, du rond rouge, du bullseye. Ça s'appelle l'œil de taureau en anglais. On est à 2,37 m de ce point-là, mais tout en sachant qu'il est à 5 cm du mur, puisqu'il y a l'épaisseur de la cible. Donc on est à 2,42 m au final du mur. 2,42 m, c'est quand même pas mal. On peut penser que c'est facile. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout facile et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, on est de retour dans cette salle de fléchettes. Vous voyez alors différents éléments. Ici, on a différents joueurs. Damon Heta, Ryan Michael, Dirk Van Dijvenbode, Christophe Ratajski. On a du beau monde. Un tournoi de fléchettes, c'est comme un tournoi de tennis. C'est toujours du 1 contre 1. Sauf, grosse exception, mais je vais pas en parler pour l'instant. C'est un tournoi en particulier. Et très franchement, ça arrive une fois dans l'année. J'en parlerai peut-être pendant les lives à partir du 15 décembre. C'est toujours du 1 contre 1. On va partir de ce principe-là. Le but, c'est de marquer le plus de points possible. Mais attention, évidemment, il y a des particularités. Je vais vous emmener ici. Et c'est pour ça que le curseur est important. Parce qu'il va y avoir besoin du curseur. Alors, vous voyez tout mon professionnalisme. On a une cible. On a une cible de fléchettes. Toutes les cibles de fléchettes se présentent comme ça. On a toujours le 20 en haut, le 1 ici, le 18 à côté, le 4, le 13, le 6, le 10, etc. etc. Le but, c'est de marquer le maximum de points. Mais attention, il faut marquer très exactement 501 points. 501 points. En professionnel, une manche aux fléchettes se gagnera toujours avec 501 points, pas un de plus, pas un de moins. On part pas de 0 pour aller à 501, on part de 501 pour aller à 0. Le but, c'est de descendre le plus rapidement possible de 501 pour arriver à 0 en lançant à chaque fois 3 fléchettes. C'est-à-dire que vous lancez 3 fléchettes, votre adversaire lancera 3 fléchettes, vous relancerez 3 fléchettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on reviendra après sur l'importance de commencer aux fléchettes.
Parce qu'encore au tennis, c'est important de bien servir, autant aux fléchettes, c'est important de commencer une manche et de la gagner à la fin. J'y reviendrai après. Vous avez donc une cible de fléchette qui se présente comme ça. On a des chiffres. Donc on a surtout, on va commencer par le centre. Le centre, alors le centre tout au milieu, le rouge, le rond rouge que vous avez là au milieu, il vaut 50 points. 50 points, c'est pas mal. 50 points, franchement, c'est bien. Le rond vert autour du rond rouge au milieu, il vaut 25. Sachant que le 25 s'appelle 25, le rond rouge s'appelle le bullseye, le boule, le taureau, l'œil du taureau. Donc 50 points, 25 points, on se dit 50 points, franchement, c'est pas mal. Attention, ce n'est pas le maximum. 50 points, ce n'est pas le maximum. Puisque les chiffres qui sont inscrits un peu partout à l'extérieur de la cible, on peut penser qu'ils servent à rien, on peut penser qu'ils font de la déco. Pas du tout. Ils sont hyper importants. Ces chiffres-là, ils vont déterminer le nombre de points que vous marquerez en jouant dans la zone du chiffre en question. Par exemple, le 20, il couvre toute cette zone-là. Donc ce triangle-là, ce triangle, ça ressemble à peu près à un triangle. En réalité, c'est un trapèze. On ne va pas rentrer dans les détails. On a donc ce triangle-là qui se divise en, on va dire, 4 parties. Une partie noire qui est ici, une autre partie noire qui est ici, et ces deux parties noires valent le même nombre de points. Ces deux parties noires valent 20 points, puisque nous sommes dans le 20. Donc, en soi, les parties qui sont noires ou blanches pour les autres chiffres à côté, puisqu'à chaque fois on alterne, c'est juste une question de déco. C'est pas du tout une question de changement de logique, ni de multiplication, ni rien du tout. Le noir et le blanc, c'est juste une manière d'alterner pour avoir une meilleure visibilité de la cible et surtout pour que ce soit plus agréable au niveau de l'œil. Mais par contre, toutes les zones noires et toutes les zones blanches à l'intérieur de la cible, elles valent une fois le chiffre que vous avez à l'extérieur. Par exemple, si on tire ici, dans cette zone-là, ça vaut 20 points. Si on tire ici, ça vaut 5 points. Si on tire ici, ça vaut 12 points. Si on tire ici, ça vaut 9 points. Ainsi de suite, vous avez compris la logique. Si, maintenant, vous lancez ici, ça fait quand même 12 points. Puisque vous êtes toujours dans cette partie noire ici, ça vaut toujours 12 points. Dans cette partie blanche ici, ça vaut toujours 5 points. Dans cette partie noire ici, ça vaut toujours 20 points, etc., etc. Donc on a compris que les parties noires et les parties blanches valent une fois le chiffre en question qu'il y a marqué au-dessus. Tout en sachant que si vous tirez à l'extérieur du cercle vert et rouge de fin, le grand cercle à la fin, si vous tirez à l'extérieur, par exemple vous tirez sur le 14, pile poil sur le 14, sur le chiffre 14, ça vaudra 0 points. Si vous tirez à l'extérieur de la cible, ça vaut 0 points. Ça paraît logique. Si vous tirez à l'extérieur donc du cercle qui délimite, vous marquez 0 points. Maintenant, on remarque deux choses. On remarque qu'il y a des bandes vertes et rouges un petit peu partout. On a ces grandes bandes sur l'extérieur et on a ces petites bandes à l'intérieur. Les grosses bandes à l'extérieur, elles valent... Donc on a vu tout à l'heure que le noir et le blanc valent une fois le chiffre qu'il y a marqué au-dessus. Les bandes à l'extérieur valent 2 fois le chiffre qu'il y a marqué au-dessus. Donc par exemple, si vous tirez votre fléchette ici, dans cette zone-là, ça vaudra 2 x 20, 40 points. 2 x 5, 10 points. 2 x 12, 24 points. 2 x 9, 18 points. 2 x 14, 28 points, etc. etc. Donc, c'est-à-dire toutes les bandes qu'on a à l'extérieur vaudront 2 fois le chiffre en question. On appelle ça des doubles. Logique, ça multiplie par 2. Donc, ça vaut plus que les grosses zones noires et blanches qu'on a vues tout à l'heure, qui valaient une fois le chiffre en question. Maintenant, on va passer au Graal. On va passer aux choses que tous les joueurs visent au début pour descendre le plus rapidement possible et pour faire le maximum de points. C'est ce petit cercle-là composé une nouvelle fois de bandes vertes et rouges. Ce petit cercle-là, il délimite... Ah, encore une fois, ça m'a enlevé le curseur, je crois. Ce petit cercle-là, il délimite les triples. À l'extérieur, les grandes bandes, on a vu les doubles. Par contre, les petites bandes ici, dans le petit cercle, ça vaut des triples.
Donc vous aurez compris que en tirant par exemple une fléchette ici, on fait 3 fois 20, on fait 60 points. Et 60 points, ça vaut plus que 50 points qu'on a vu tout à l'heure au tout début, le rond rouge. Ici, le rond rouge. Donc ici, ça vaut 60 points pour une fléchette. 60, ça descend très très vite. Ici, on a 3 fois 19. 57 points. 57 points, c'est énorme aussi. Ça vaut toujours plus que le rond du milieu. 3 fois 18, 54 points, ça vaut toujours plus que le rond du milieu qui vaut 50, je rappelle. Faut suivre. Prenez des notes au cas où. La petite bande là, 3 fois 17, 51, c'est toujours plus que le rond rouge du milieu. Donc vous voyez qu'il y a 4 zones qui valent plus que le boule au milieu. Il y a 4 zones qui valent plus que 50. Donc c'est ces zones-là qu'il va falloir viser pour chaque joueur pour descendre le plus rapidement possible. Et si vous savez bien compter, avec 3 fléchettes, le maximum que l'on puisse faire, c'est 180. 180, c'est le Graal. 180, c'est exactement ce que tous les joueurs cherchent à faire en tout début de manche. 180, 180, on est là quoi. 180, on pèse. Et alors si vous faites 280 d'affilée, ça fait déjà 360. Et 360 pour monter à 501, il restera que 141. 141, vous pouvez vous dire, bah, je fais par exemple triple 20, triple 20, triple 7. Puisque ça fait 121. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si ça marchait comme ça, finalement, à quoi servirait le cercle, l'énorme cercle en fond de cible qui délimite les doubles? Parce qu'en soi, si on a besoin que des triples pour redescendre le plus rapidement possible, les doubles, ils servent à rien. En vrai, les doubles, c'est complètement inutile. Non, les doubles, c'est pas inutile. Les doubles, c'est pas inutile parce que chaque manche, pour arriver à 501, vous ne pouvez pas terminer par une fois le score au milieu. Vous ne pouvez pas terminer par 3 fois le score sur le petit cercle qui délimite ici. Vous ne pouvez pas terminer par un 25. Mais vous pouvez terminer par le boule. Ça, je vous expliquerai juste après. En fait, pour terminer une manche, par exemple, il vous reste 40 points. Vous ne pouvez pas faire 20-20. Ça marche pas. 20-20, vous gagnez rien. 20-20, vous gagnez pas la leg. Vous la gagnez jamais avec 20-20. Non, il faut terminer. S'il vous reste 40, alors c'est parfait, vous avez super bien setup votre finish. Il faut finir par le double 20. Puisqu'il faut finir chaque manche par un double. Il faut finir chaque manche donc par une fléchette dans l'une des bandes du grand cercle du fond. Et je vous disais tout à l'heure que le boule, c'était possible de finir par un boule. J'ai pas menti. Parce que 50 au final, c'est quoi? C'est 2 fois 25. 50, c'est 2 fois 25. Donc 50, le boule est compté comme un double. Donc vous pouvez tout à fait finir par 50. Est-ce que vous me suivez? En soi, le plus gros finish, donc le plus petit finish qu'il est possible de faire, c'est 2. C'est-à-dire double 1. Le plus... Alors, il faut toujours finir du coup par un nombre pair, puisque chaque double donne un nombre pair, forcément. Par exemple, admettons qu'il vous reste 21, vous pouvez pas faire double 10,5. C'est pas possible. Ça n'existe pas sur la cible, il n'y a pas de virgule sur une cible. S'il vous reste 21, vous devrez faire 1 et double 10. Ou alors vous pouvez faire 5 et double 8. En fait, le but, c'est toujours de finir par un double. Donc si vous n'avez pas un nombre pair, vous descendez, vous voyez que vous n'avez pas un nombre pair, généralement ça pue. Généralement ça pue. Mais vous pouvez toujours setup comme vous pouvez. Le plus gros finish possible, puisqu'on a vu le plus petit, donc c'est double 1 pour le plus petit. Le plus gros, c'est 170. Puisqu'on peut faire triple 20, boule. Puisque le boule, au final, c'est quand même le double le plus élevé de la cible. Puisque le deuxième double le plus élevé, c'est 40. Double 20.
Alors 50, c'est énorme. Donc 170, c'est tout à fait possible. 169, c'est pas possible. 169, c'est pas possible parce que vous pouvez pas faire triple 20, triple 20. Il vous reste 49. 49, il n'y a pas le 2 fois 24,5. Ça n'existe pas. Donc les plus gros finishes que vous pouvez faire, en somme, c'est 170, 167, 164, 161, 160, c'est possible aussi. 158, attention, 159, ça n'existe pas. Voilà. Pour faire 167, par exemple, il faudra faire triple 20, donc 60, triple 19, 57, donc on est à 117, il reste 50 points à faire, et hop là, 50 points, nickel, c'est mon boule. Voilà. Globalement, la manière de comptabiliser les points en fléchette, c'est ça. Il faut comprendre que dans la cible, il y a des simples, qui sont dans les zones noires et blanches, un peu partout sur la cible. Il y a des doubles, qui constituent tout le cercle extérieur avec des bandes vertes et rouges. Et il y a des triples, qui constituent donc tout le petit cercle qu'il y a ici. Évidemment, c'est très dur à toucher, des triples. Le triple 20, je vous disais tout à l'heure, c'était le Graal. Le 180, c'est le Graal. Réussir à mettre 3 fléchettes à l'intérieur de cette petite zone, on ne dirait pas parce que là c'est zoomé, mais c'est quand même impressionnant. Quand vous êtes, je vous rappelle, à 2,42 m du mur, à 2,37 m de la cible, je peux vous assurer que c'est pas évident. Et ça fait quelques années que j'y joue. Et je crois que des 180, je vais pas les compter sur les doigts d'une main, mais je pense qu'avec mes orteils et mes mains, je peux compter le nombre de 180 que j'ai fait dans ma vie. Et pareil pour des 171. 171, c'est 3 fois 57, 3 fois le triple 19. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. On va revenir après, un peu plus tard, sur cette cible. Globalement, voilà. Et après, il y a la zone du milieu, avec le 25 et le 50 qui peut servir de double. Le 50 peut servir de double, le 25 pas du tout. Mais le 25, vous pouvez des fois setup votre fin de manche avec ce 25. Parce qu'il peut être utile le 25. Faut pas croire que le 25 il sert à rien juste parce qu'il y a le boule. Non, le 25 il sert à quelque chose des fois. Donc vous avez les zones d'une cible. On a vu tout à l'heure qu'une partie, une manche, c'est en 501. Maintenant, on va voir un petit peu dans les règles professionnelles jusqu'où il faut aller. Puisque si vous faites 501, que vous faites, admettons, vous faites 180, 180, bref, et vous arrivez et vous faites votre double. Vous gagnez la manche. Vous gagnez donc une manche. Vous gagnez une manche, et il vous en reste, normalement, dans une compétition normalement constituée, il vous reste encore plein de manches à aller chercher. Globalement, dans les tournois les moins cotés en professionnel, il faudra au minimum gagner 6 manches pour aller au bout. Et 6 manches, si vous êtes une tanche ou si vous êtes un manche, 6 manches, c'est long. Ça peut vous prendre tout votre dimanche. 6 manches, c'est beaucoup. 6 manches, c'est énorme, surtout si l'adversaire en gagne. Attention, vous pouvez aller jusqu'à 11 manches. 11 manches, ça peut être long si vous êtes dégueulasse. Bon, après, pour les professionnels, évidemment, 6 manches, c'est très rapide. C'est des matchs à peu près d'un quart d'heure, 20 minutes. Quand ils sont à peu près en forme. Même pas quand ils sont hyper chauds. Et il y a des formats, il y a des matchs, il y a des tournois où ça peut aller à beaucoup plus que 6. Il y a des matchs, surtout dernièrement. Alors, il y a le World Match Play qui est un tournoi qui est un petit peu... Ça s'appelle le World Match Play. Évidemment, tous les tournois sont en anglais. Il n'y a pas de traduction. On va pas dire la rencontre... jouer la rencontre mondiale, ça ne se dit pas. Le World Match Play, par exemple, si je dis pas de bêtises, la finale, elle est premier en 18. 18 manches. Il faut gagner 18 manches pour gagner le match. Est-ce qu'on se rend compte ? Alors, pas tout le tournoi est en 18, évidemment. Il faut quand même épurer le tableau à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sortent plus ou moins rapidement pour que quand même on arrive à la fin du tournoi. Mais la finale, le dernier jour, le dernier match, se dispute premier en 18. C'est-à-dire un BO au meilleur des 34 manches. Des 35 manches. Voilà. 35 manches,
Sachant qu'une manche, ça dure chez les professionnels entre 3 et 4 minutes en moyenne. Voilà. Et puis il y a les pubs. Après, les pubs, globalement, on va pas en parler. Mais on va pas rentrer dans tous les aspects des fléchettes. On va peut-être rentrer un petit peu avant les championnats du monde. On va peut-être refaire une petite update pour parler justement de tous les à côté des fléchettes. On a compris à peu près donc comment aller en 501. Là, je vous ai expliqué qu'il y avait différents formats. Donc, on a premier en 18 manches, en 16 manches, en 6 manches, en 10 manches. Bref, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment des fois, il y en a 10. Le format des championnats du monde, il est différent. Le format des championnats du monde, il est différent. Il va se jouer en 7. En 7, S-E-T-S. Pas en 7, S-E-P-T. Bon, c'est pas le chiffre 7, c'est des 7 comme au tennis. Un 7 au tennis, il est composé de jeux. Je pense que la majorité des gens connaissent quand même le tennis. C'est un peu plus facile à expliquer parce qu'au niveau des 7, c'est à peu près la même chose. Au tennis, vous gagnez 6 jeux, vous gagnez un 7. Et le but, généralement, c'est de gagner 2 ou 3 sets au tennis pour gagner un match. Bon. Aux fléchettes, au championnat du monde, c'est pareil. Aux fléchettes, vous gagnez 3 manches, vous gagnez un set. Au bout de 3 manches, quand vous en gagnez 3, vous gagnez un set. C'est-à-dire que chaque set est un BO5. Chaque set se joue en 5 manches, au meilleur des 5 manches. Et le premier qui en gagne 3 gagne un set. Un set, ça suffit pas, c'est comme au tennis. Un set, ça serait trop rapide, ce serait trop facile et ce serait pas assez... Disons que il faut du mérite. On arrive au championnat du monde, c'est-à-dire qu'on a les 96 meilleurs joueurs du monde a priori, qui viennent de partout dans le monde parce qu'il y a des qualifications partout. Et on aurait donc, en l'occurrence, les 96 meilleurs joueurs du monde qui doivent se départager sur un format de 7. Un format de 7. Si on le joue en un set, même au premier tour, franchement, c'est pas équitable. Parce qu'il y a forcément le premier qui va lancer, qui va avoir un avantage énorme. Puisque oui, le premier qui lance, il a un avantage énorme aux fléchettes. Le premier qui lance, c'est le premier à descendre. Et s'il arrive à 0 avant son adversaire, bah peu importe. Même s'il a commencé avant, son adversaire ne tirera pas les fléchettes qui lui restent si le premier est arrivé à 0. Et si le premier a fini par un double. Ça permet de recaler un peu la règle. Donc, le premier qui lance, c'est hyper important. Surtout dans un format de 7, quand c'est premier en 3 à l'intérieur de chaque set. Au championnat du monde, le tout premier tour, donc celui où on aura le tour le plus rapide, le tout premier tour, ça se joue au meilleur des 5 manches dans un set, et ça se joue au meilleur des 5 sets dans un match. C'est-à-dire que pour gagner un set, il faut gagner 3 manches, mais pour gagner le match, il faut gagner 3 sets. Donc en gros, il faut gagner au minimum 9 manches pour gagner un match au championnat du monde. Tout en sachant que vous pouvez en gagner plus, mais ne pas arriver à gagner des sets. C'est-à-dire que vous pouvez gagner 2 manches dans un set, mais votre adversaire arrive à 3 et il vous vole le set. Enfin, il vous prend le set. Ça marche aussi. Ce format de set, il va évoluer au fur et à mesure de la compétition. Au premier tour, c'est-à-dire les 64e de finale, il faudra gagner 3 sets pour gagner le match. En 32e de finale, il faudra à nouveau gagner 3 sets pour gagner le match. En 16e de finale, il faudra gagner 4 sets pour gagner un match. En 8e de finale, à nouveau 4 sets suffisent pour gagner un match. Ça commence à être long. 4 sets, ça commence à être long puisque vous pouvez en jouer 7 au maximum. Puisque vous pouvez finir à 4-3. Le plus loin possible, c'est 4-3. À partir des quarts de finale, dans les quarts de finale, il y a la règle du premier en 5 sets. Là, ça devient encore plus long, c'est un BO9. Vous pouvez jouer jusqu'à 9 sets pour vous qualifier. En demi-finale, il faut gagner 6 sets pour gagner un match. Donc vous pouvez être jusqu'à 11 sets. Là, ça peut durer. Là, franchement, on peut atteindre les 2 heures, 2h30 facile. Dans un match assez relevé avec des joueurs qui ont du niveau, ça peut se faire. Et la finale se joue premier en 7.
premier en 7-7. Donc éventuellement une finale qui peut se jouer à 7-6. Donc 13 manches, enfin 13-7 pardon, au maximum. Donc premier, deuxième tour, 3-7 pour gagner. 32e, pardon. 16e et 8e, 4-7 pour gagner. Quart, 5-7 pour gagner. Demi, 6-7 pour gagner. Finale, 7-7 pour gagner. Au fur et à mesure, évidemment, on est pur et on garde l'élite. Et donc, les matchs sont de plus en plus longs. Pour départager vraiment qui est le meilleur entre les deux joueurs qui s'affrontent. Ou joueuses. C'est vrai que j'ai pas commencé par le commencement. Puisque oui, les fléchettes... Et là, ça va peut-être en choquer quelques-uns, si vous regardez la VOD sur YouTube. Les fléchettes, c'est un sport mixte, c'est-à-dire que n'importe qui peut affronter n'importe qui. N'importe qui. Que vous soyez une femme, un homme, transgenre, que vous soyez de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quel sexe, et même si vous n'avez pas de sexe défini, tout le monde peut affronter tout le monde. Et c'est ce qu'on verra dans le tableau des championnats du monde, dans la deuxième partie du stream. Là on est déjà à 36 minutes. Dans la deuxième partie du stream, on verra mes pronostics pour les championnats du monde, et on verra qu'il y a des dames, on verra qu'il y a des hommes, et on verra qu'il y a aussi des transgenres, des personnes transgenres. Pour la première fois de l'histoire. Ça peut faire débat. Je ne partagerai pas mon opinion là-dessus. Peut-être que vous l'aurez pendant les championnats du monde si ça intéresse certains. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une ambiance didactique, on est dans une ambiance professorale. On essaie d'apprendre un peu les fléchettes. Maintenant qu'on a eu la théorie, je ne vais pas vous demander de lancer des fléchettes dans votre mur. Je vais vous donner un petit peu à voir. On va donner à voir. Puisque voilà, moi je vous parle, je vous dis les fléchettes c'est comme ci, c'est comme ça. Attention, vous allez rentrer dans l'une des plus grandes antres des fléchettes, peut-être, j'ai envie de dire le Wimbledon des fléchettes. C'est mythique, c'est londonien, c'est l'extase. L'Alexandra Palace de Londres. Je vais vous ramener en fin d'année 2023. On est à peu près il y a un an. Allez, on va dire on est il y a 11 mois. On est en décembre 2023. Voici ce que nous avons. Nous avons un match qui compte pour les huitièmes de finale des championnats du monde 2024. Qui oppose le numéro 3 de l'époque, Luke Humphries, et son adversaire, The Rockstar, 14e mondial à cette époque-là, Joe Cullen. Vous voyez en bas, sur l'affichage des scores, bon déjà le classement des deux joueurs, c'est-à-dire le niveau absolument stratosphérique de ces messieurs. On est au last 16, donc on est bien... Je vais mettre comme ça plutôt. On est bien en huitième de finale. Voilà, là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette bosse, bordel. On va y aller après sur cette bosse. Et vous avez en bas l'affichage des scores avec des sets et des legs. Des legs, ce sont des manches. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure de manches. En réalité, si vous suivez les fléchettes, si vous suivez les darts, si vous êtes un puriste, vous dites des legs. On part donc de 501 pour arriver à 0. Ici, nous avons l'élite, la crème de la crème. Monsieur Luke Humphries qui vient de lancer ses 3 fléchettes, qui vient de faire 95. Joe Cullen, et regardez, à gauche, il y a marqué... Donc là, il vient de faire 20, donc il lui reste 100 en live. Le score descendra après, une fois qu'il a fini sa visite, ses 3 fléchettes. Il lui reste 100, donc il lui reste triple 20, double 20. 60 plus 40, et on finit bien par un double, donc... C'est bien ce qui reste. Sauf que monsieur
est un petit peu gourmand. Évidemment, il me fait mentir. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Monsieur, il lui restait 100. 100, c'est globalement, la plupart du temps, 60-40. On va revenir juste un petit peu en arrière. Hop là. Là, on le voit peut-être pas, mais le triple 20 est un peu obstrué par sa première fléchette qui était absolument hideuse. Donc il lui reste 100, mais 100 c'est aussi 50 plus 50. Donc pourquoi pas mettre deux fléchettes au milieu? Alors ça, c'est à jamais faire. C'est à jamais faire, sauf si vous vous appelez Luke Littler. Mais ça, on reviendra après dans ma partie pronostic. Si vous ne vous appelez pas Luke Littler, 50-50, jamais. Jamais. Monsieur Jokelen a tenté ça. Double 16. On va revenir un petit peu en arrière parce que là, on a skip. Je vais trop vite. Pour les gens qui suivent pas, c'est trop dur. C'est trop dur d'essayer de partir de zéro, je vous jure. En plus, ce match, c'est tellement d'émotions. Il lui reste 51. 51, on peut se dire 11 double 20. Certains feraient cette route. Je pense à Gervin Price, il ferait cette route. Je pense à Danny Noppert, il ferait cette route. Dave Chisnall, il ferait cette route. Bah, le problème, c'est que Luke Humphries, il aime beaucoup le double 16. Pourquoi? Parce que le double 16, déjà, il a deux avantages. C'est-à-dire que c'est un double que les droitiers vont le plus souvent apprécier, même s'il se trouve dans le coin gauche de la cible, en bas à gauche. Mais le double 16, il a un autre avantage, un autre énorme avantage, c'est que si, admettons, vous ratez le 16, vous ratez le double 16, pardon, vous mettez votre fléchette dans le 16. Donc il vous reste 32 et vous mettez votre fléchette dans le 16. Il vous reste 16. 16, c'est double 8. Donc admettons, vous ratez le double 16, c'est pas grave, double 8. Vous ratez le double 8, vous faites 8. Il vous reste 8. Double 4, qui se trouvera, alors là il n'est pas dans l'axe de la caméra, il se trouvera en haut à droite. Vous ratez le double 4, vous faites 4. C'est pas grave, double 2, puisqu'il vous reste 4. Et vous ratez le double 2, vous faites 2, c'est pas grave. Il reste le double 1, il vous reste 2, vous faites double 1. Voilà. Donc le double 16, il a cet avantage, si vous le ratez et vous rentrez dans le simple 16, il vous donnera toujours un double. Si vous rentrez dans tous les simples en partant du double 16, ça vous donnera toujours un double jusqu'à double 1, qui est donc le double le plus bas, on l'a vu tout à l'heure. Et certains, comme Luke Humphries, auraient choisi de faire 19 double 16. D'autres auraient choisi 11 double 20. Chacun a ses préférences après. Hop là! Ah, j'avais pas envie d'arriver jusque là déjà. Ah, ok. Le petit 9 qu'on a là, le petit 9 qu'on a ici, on va le voir souvent peut-être pendant les championnats du monde. Alors, je vais essayer de vous mettre l'affichage des scores en live pendant les championnats du monde. Je pense que ce sera ma manière de faire l'UDH. Le problème, voilà, problème de vous parler de ça, c'est qu'on va trop vite. Mais au cas où, vous pouvez toujours mettre pause maintenant. Vous dire, ok, je vais réviser mes fléchettes demain, je vais repartir de ce qu'on a vu dans ce début de vidéo. Et je reviendrai demain pour de nouvelles aventures. Vous pouvez tout à fait. Le petit 9 qu'on a en bas à gauche. Donc voilà, là vous avez mis pause, vous revenez le lendemain matin, vous vous dites, ah super, je suis bien révisé mes fléchettes. Ok. Donc là vous avez déjà acquis toutes les bases dont on a parlé hier. En réalité, on en a parlé il y a juste 2 minutes. Vous vous réveillez, vous êtes de bonne humeur, vous prenez votre café, vous vous dites, tiens, je vais me pencher sur ce petit 9 qui est en bas à gauche, en bas à droite pardon, de l'écran. Ce petit 9, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce petit 9, c'est la chose la plus incroyable à réaliser aux fléchettes. Être champion du monde, c'est une chose. Être champion du monde, c'est vraiment un accomplissement de toute une vie. Être champion du monde, c'est la chose la plus incroyable que vous puissiez gagner sur un tournoi entier. Non seulement en termes de renommée, puisque vous passez dans le cercle très fermé des champions du monde, et sachez que pendant 16 années, il y a Phil Taylor qui a gagné 16 fois, donc il n'y en a pas beaucoup. Depuis les années 90. Je crois que le PDC a démarré en 93, si je dis pas de bêtises. Et vous rentrez donc dans un cercle très fermé. Un 9 darts, ça vous fait rentrer dans un cercle très fermé, mais vous n'avez pas besoin de gagner autant de matchs que pour devenir champion du monde. Vous avez juste besoin,
Et juste, bon, je dis juste, mais en réalité, c'est, comme je disais, c'est la chose la plus incroyable que vous puissiez réaliser aux fléchettes, c'est de faire 9 darts. 9 darts, traduisez 9 fléchettes. 9 fléchettes pour terminer une manche, c'est le minimum possible de fléchettes dont vous avez besoin pour terminer une manche. 9 fléchettes, c'est quoi? Alors, globalement, je vais faire la route la plus facile, on verra les autres routes. Vous partez de 501, vous faites 180. Donc triple 20, triple 20, triple 20. Vous mettez toutes vos fléchettes. Voilà, exactement là où il vient de la mettre. Merci Joe. D'ailleurs, je me souvenais pas que Joe Cullen était passé aussi près d'un 9 darts à ce moment-là. Ok. Votre but, donc vous faites 180. Il vous reste 321. 501 moins 180, 321. Vous refaites 180. Vous êtes un crack. Déjà, vous êtes énorme. Mettez-vous torse nu, contractez les muscles. Vous êtes énorme. Vous êtes une bête. Vous aviez 321. Vous faites 180, il vous reste 141. Et 141... Alors bon, là il reste 144, c'est un très mauvais exemple. Il a fait 177 avant. Ok. 141, c'est triple 20, triple 19, double 12. Et là, vous terminez par un double et vous réalisez un 9 darts. Un 9 darts, c'est... J'ai plus le nombre de points au snooker pour faire une manche parfaite. Bref, c'est... Est-ce qu'il y a un comparatif Un 9 darts, c'est comme faire un golden set au tennis. C'est comme si vous perdiez aucun point. Ça arrive très peu. Ça, alors un golden set, ça arrive encore moins souvent qu'un 9 darts. Mais c'est comme si au foot... Ah, je sais même pas si c'est comparable, bordel. Je sais même pas si c'est comparable. Il n'y a pas de comparaison, c'est ça qui est énorme. C'est très très dur d'avoir une comparaison dans le sport qui soit comparable au 9 darts. C'est comme si sur une main de pétanque, vous mettez vos 6 boules et vous gagnez 6 points. Et vous faites ça jusqu'à 13-0. Ça, je pense que c'est comparable. Il y a le snooker qui est comparable aussi, le billard. Mais il n'y a pas grand monde qui suit le snooker. Je vais pas essayer de perdre tout le monde. Donc, revenons à nos moutons. Un 9 darts, je vous ai dit que c'était la chose la plus incroyable. Regardez ça. On revient il y a 2 ans. On est, je crois, le 3 janvier 2023. On est il y a 1 an et 11 mois. Allez. Revenons. Hop là. Petite pause, parce que je suis obligé de mettre du contexte. Évidemment, je peux pas juste mettre la vidéo et dire, regardez. Michael Smith, 4e mondial. Michael Van Gerwen, 3e mondial. Michael Van Gerwen, 5 fois champion du monde. Michael Smith, 0 fois champion du monde. À ce moment-là. Michael contre Michael. Légende contre future légende. Véritablement. Est-ce qu'on verrait pas un 9 darts sur une finale des championnats du monde? In this set, if he wants to level up the World Championship final, Michael Van Gerwen isn't in any mood. 180. La réponse du berger à la bergère. 180. La réponse de la bergère au berger. 177. La réponse du berger à la bergère. Le son du public en fond, ça me donne les frissons à chaque fois. Bonjour, bonsoir, c'est un stream sur les bergers. C'est un stream sur les burgers. Vous êtes trompé, c'est un stream sur les burgers. C'est le burger à la bergère. On arrive au moment fatidique où Michael Van Gerwen vient de rater le double 12 pour un 9 darts. Michael Smith doit réaliser triple 20, triple 19, double 12.
It's the most amazing leg of darts you will ever see in your life. Ah, les frissons. Les frissons, les frissons, mais regardez-moi tous ces gens. Tous ces gens qui sont debout, qui sont là, qui se disent on vient d'assister à l'histoire. Ils ont raison. Ils ont raison. Ça, c'était la petite parenthèse Nine Darts. Revenons à nos moutons. On va pas montrer le Littler Anderson. On reviendra sur un autre stream sur le Littler Anderson. Donc, on a vu le Nine Darts. Essayons de comprendre le format des sets au fléché. Donc là, on a Luke Humphries qui est à 2 legs à 1 contre Joe Cullen. 2 legs à 1, donc il lui en manque une pour gagner un set, puisqu'il en faut 3. Pour ceux qui ont raté le début du stream, on est en train d'expliquer comment compter les points aux fléchettes. On a terminé avec la cible, on a fait tout le tour de la cible, on a expliqué ce qu'étaient des doubles, des triples, des simples, le boule, le 25. Maintenant, on est en train d'expliquer le format des sets. On a un petit peu expliqué, maintenant il faut le mettre en image. Il faut essayer de le faire comprendre. Et quoi de mieux pour le faire comprendre que de la pratique. Donc il reste 218 à Luke Humphries, il reste 16 à Joe Cullen. Évidemment, bon, on ne me souvient plus exactement du match leg par leg. Il reste donc double 8 à Joe Cullen, double 4. Il l'a mis dedans, et ça fait donc 2-2. 2-2, d'où l'importance, je disais tout à l'heure. On va laisser le ralenti, etc. etc. D'où l'importance de lancer en premier. À 2-2, eh ben, c'est hyper important de lancer en premier parce que vous avez l'avantage de commencer. Donc vous pouvez finir avant votre adversaire plus facilement. C'est un peu comme au tennis, quand vous êtes sur le service de votre adversaire, on parle de break. Bah, aux fléchettes, c'est pareil. On parle de break quand vous gagnez une manche, mais que c'est votre adversaire qui a commencé. On est à 2 legs partout, donc le vainqueur de cette manche gagne un set. Et on rappelle, c'est premier en 4. Ok. D'où l'importance de commencer. Joe Cullen a eu le privilège de commencer. Alors bon, il fait pas une manche folle, il fait pas une leg folle. Même si bon là, il nous fait mentir avec un 134. Mais still, Luke Humphries, a encore la possibilité de terminer cette leg. Bon, il le fait pas. Je pense qu'il se fera éliminer, hein, Luke Humphries, sur ce match. Double 18, et donc, il vient de remporter un set puisqu'il a gagné 3 legs. Mais il reste encore beaucoup de chemin. Puisqu'il faut gagner 4 sets, et face à quelqu'un comme Luke Humphries, il faut énormément cravacher pour gagner la moindre leg. Puisque ce monsieur est une véritable sangsue. Je vous spoil pas trop la fin du match, mais j'ai quand même bon espoir qu'il aille loin dans le tournoi. Bon, on va aller directement à ce moment-là. Voilà, on arrive. J'ai pas tout expliqué encore. Ok, on arrive à 3 sets partout. 3 sets partout, donc premier en 4, on comprend que c'est le dernier set. On a dit qu'un set, ça allait en 3. 3 legs, premier en 3 legs. Donc c'est un BO5. Pourquoi ils sont à 5-4 ? Excellente question. Pourquoi ils sont à 5-4 ? Tout simplement parce que, arrivé dans la dernière manche, quand on va vraiment à la der des der, ça ne va pas en 3, ça va en 2 d'écart. On va aller en 2 legs d'écart pour avoir la plus grande équité possible. 2 legs d'écart, donc, ça peut aller à 4-2, 5-3, 6-4. Ça peut pas aller en 7-5. Je vais expliquer pourquoi. Arrivé à 3 sets partout, donc là en l'occurrence on joue le 7ème, c'est-à-dire le dernier. On a dit que il faut gagner par 2 legs d'écart. C'est écrit en dessous en anglais, pour ceux qui sont pas trop familiers avec l'anglais. Must win by 2 clear legs, donc vraiment il faut absolument terminer par 2 legs d'avance. 171.
On est à la fin d'un match absolument dramatique entre deux Anglais en Angleterre à Londres. Le public, évidemment, bon, assez chouchou. Certains préfèrent Humphries, d'autres préfèrent Cullen. Les hommes préfèrent les blondes. On est à 3 partout. 5-4. Luke Humphries a la possibilité de terminer le match avec triple 19, double 16. Il lui reste 70 à ce moment-là. Double 5. Une fléchette de match manqué pour Monsieur Humphries. Ça se passe de commentaires. Réussir à mettre... Je pense qu'on ne se rend pas compte de la difficulté à ce moment-là du match. On est à 5-4 dans le dernier set. Ça fait, de mémoire, le match a duré à peu près 2h15. Le mec arrive quand même à lâcher double boule pour laisser double 16. Mais il rate. Alors évidemment, dans des moments comme ça, quand un mec aussi attachant que Joe Cullen rate peut-être la fléchette la plus importante de sa carrière, on est en PLS. Mais petit problème de démarrage pour le scooter. Luke Humphries a lui aussi manqué sa fléchette à double 5. Donc Joe Cullen revient pour double 16. Puisque oui, si vous dépassez aux fléchettes, j'ai jamais précisé, mais si vous dépassez le score que vous devez faire, vous revenez au score que vous aviez juste avant. Donc là, en l'occurrence, Luke Humphries a raté le double 5 pour faire 10, il l'a mis dans le double 12, il a fait 24. Il a dépassé, donc sa visite s'arrête là, et il doit revenir à 10. Joe Cullen vient de rater double 16, il vient de rater double 8, il lui reste donc 8, double 4, et il va rater aussi. Et là, à ce moment-là, je crois qu'on est tous dans la peau de Joe Cullen et on a tous envie de s'exploser la tête contre le mur et de se faire saigner jusqu'à ne plus savoir comment on s'appelle. Est-ce que Luke Humphries peut, lui, terminer ce match? Toujours pas. Le retour de Joe Cullen. Le retour de Joe Cullen qui rentre dans le double 18. Donc qui ne termine pas. Le public est absolument en train de je pense qu'ils doivent se demander si c'est réel dans le public. Et Monsieur Humphries qui ne termine lui non plus pas le match. Là ça commence à durer. Mais il lui reste 5 puisqu'il a fait 5. 10 moins 5, 5. Donc il devra faire 1 et double 2 puisqu'il faut finir par un 2. Mais heureusement Monsieur Cullen vient nous libérer de cet enfer et faire un double. Et on arrive à 5 partout. Et je vous disais qu'il fallait gagner par 2 legs d'écart pour gagner la dernière manche, pour gagner le dernier set. Et ben là non. En fait, ça va jusqu'à 5-5. Et jusqu'à 5-5, vous devez gagner par 2 manches d'écart. À partir de 5-5, c'est la der des der. À 5-5, il faut gagner la 11e manche du set pour gagner ce foutu match. Donc là... Joe Cullen a le lancer en premier, donc il a l'avantage. Et il ne lui reste plus que 501 points pour accéder au quart de finale des championnats du monde, qu'il n'a jamais atteint auparavant. Et il commence par un triple 20. Mais il ne fera pas 180, il fera que 100. Tout est relatif, mais regardez. Monsieur Humphries avait pour mission de dégoûter Joe Cullen des fléchettes. Mais à ce moment-là, peut-être qu'avec le 140, Joe Cullen a 60 points d'avance. Mais je crois que Luke Humphries avait juste envie de voir Joe Cullen mettre fin à ses jours. À moins que. 140, il laisse 121. Donc là, Joe Cullen est le premier à pouvoir terminer le match dans cette manche, puisqu'il lui reste 121. Seulement 81 pour Luke Humphries qui laisse 100. 100 qui est un très bon finish, qui est le premier finish à 2 fléchettes. Et le 1 qui fait mal. Je pense que c'est le 1. Je ne sais pas s'il arrive à dormir le soir sans penser
au 1 qui vient de lui ruiner. Sous le 10. Qui vient de lui ruiner ses championnats du monde 2023-2024. 2024. Pour la petite histoire, Luke Humphries a donc survécu à ce match. Alors évidemment, on va regarder la réaction de Joe Cullen qui est absolument... je sais pas si on a envie de lui faire un câlin ou si on a juste envie de le laisser tranquille parce que on sait pas à quel moment il va mettre fin à ses jours. Je pense que c'est le moment le plus triste. J'essaie de trouver un autre adjectif, mais c'est juste triste. Dans ces championnats du monde de l'an dernier. Donc on a vu un petit peu, grossièrement, comment jouer aux fléchettes, comment compter les points, comment gagner une manche, comment gagner un set, comment gagner un match et comment gagner les championnats du monde. Donc au niveau du scoring, au niveau du b.a.-ba de la manière de compter les points en fléchettes, je pense qu'on est plutôt bon. Et on verra, je pense, dans un live ultérieur, puisque là ça fait 1 heure quand même qu'on record pour YouTube. On verra dans un autre live un petit peu plus tard, avant les championnats du monde. Il nous reste encore un peu plus de 2 semaines pour faire des lives avant ces championnats du monde, pour préparer un peu tout le monde avant ce grand rendez-vous. Alors le live sera en 2 parties. Par contre la vidéo YouTube là pour le coup la première va prendre fin. On verra un petit peu les à côté et le divertissement, notamment un peu comme au catch, les joueurs de fléchettes ont une musique d'entrée et une manière de rentrer. Certains dansent, certains ont un petit rituel, voilà. On verra ça, on verra un petit peu pourquoi c'est un sport divertissement. Aussi il y a beaucoup de divertissement dans les fléchettes. On a un arbitre qui crie le score à chaque fois que vous lancez 3 fléchettes. Alors qu'en soi, il y a certaines compétitions, il ne le fait pas. Quand il n'y a pas de public, l'arbitre n'a pas besoin de crier le score pour vous annoncer combien vous avez fait. Vous pouvez voir votre score affiché, combien il vous reste, c'est affiché à côté. Donc vous n'avez pas besoin d'un mec qui vous crie « Ouais, je donnais !» à côté de vous. Ça n'a aucun sens. J'aurais dû faire un petit disclaimer avant pour ceux qui utilisent des casques. Et bon, j'ai essayé de m'écarter au maximum du micro, mais peut-être ça a saturé. Peut-être c'est parti fort. On va passer à une deuxième partie dans le live, et donc la première vidéo va prendre fin. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé pour la première partie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez savoir d'autres choses sur les fléchettes. S'il y a des gens qui vont tomber sur la vidéo, déjà ce serait incroyable, parce qu'il n'y a pas grand monde sur le live. Mais au niveau de la VOD, on espère que éventuellement le bouche-oreille fera que les gens vont s'intéresser aux fléchettes. Surtout l'actualité qui va peut-être tourner autour de ça, parce qu'il y a quand même une énorme attraction dans les fléchettes cette dernière année, qui a 17 ans et qui est absolument terrifiant et qui va peut-être faire partie de mes favoris pour ces championnats du monde. Mais ça, il faudra voir la deuxième partie de la vidéo. Voilà, donc pour la première partie de la vidéo, c'est terminé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement.